Je vous remercie d'être venu à la conférence de l'ISAVI, la toute première de l'année. Pour inaugurer ce cycle Architecte autrement, nous avons donc invité Florence Eval et Raphaël Contesso, respectivement photographe d'architecture et ébéniste et architecte. Et je voulais d'abord vous présenter l'ISAVI, peut-être que vous ne la connaissez pas, cette association. C'est une association qui a été créée en 2013 par des étudiants qui se sont sortis un peu, en sortant des études. Ils ont eu du mal à se raccrocher à quelque chose, ils étaient un peu perdus dans leur métier, dans les agences. Il y avait une impression de manque de savoir, de connexion. Et en fait, l'ISAVI, ça a été créé dans cette impulsion de relier les anciens, c'est-à-dire l'ISAVI en provençal, c'est les anciens, et les jeunes architectes que nous sommes aujourd'hui. Donc, cette connexion, ce lien, il se fait par plusieurs choses, par plusieurs actions que nous menons. Donc, les conférences d'abord, qui présentent différentes manières d'exercer l'architecture, que ce soit en agence, que ce soit par des parcours totalement différents, que nous allons voir ce soir. Et nous avons d'autres actions comme l'organisation des PFE, de la cérémonie des diplômes des PFE en juin, et d'autres événements qui sont prévus, d'autres actions aussi, la mise en valeur des contrats d'architectes. Voilà, donc j'aimerais commencer par présenter Florence Eval, qui a été diplômée de l'école d'architecture de Marseille en 2008, qui a eu sa HMO directement ensuite en 2009. Elle a commencé à travailler chez Fernandez et Serre à Aix, si je me souviens bien. Puis elle est montée à Paris pendant 4 ans. Elle a travaillé dans diverses agences parisiennes. Ensuite, tu es allée à Londres. Ouais. C'est ça. Londres, elle est restée quelques temps aussi. Et puis en 2018, elle s'est totalement consacrée à la photographie d'architecture. Et ça a commencé à vraiment bien marcher pour elle. Elle a aussi collaboré avec des architectes qui font du très très bon travail, comme Ossom, Régis Roudil, Rémi Marciano, et j'ai oublié. Ouais, 8,5 aussi, c'est pas mal de gens qui sont profs aussi ici à l'école. C'est ça. Tu as été aussi publié dans différents magazines d'architecture régulièrement, DA, AMC, Le Moniteur, et tu as aussi été exposé dans différents lieux, que ce soit à la Maison d'architecture de Nantes et à la Galerie d'architecture en juillet dernier. Nous avons aussi Raphaël Contesso, qui est dans les gradins. Raphaël Contesso, tu as été diplômé en 2013 et tu as enchaîné directement avec un CAP, merci, ébéniste, menuiserie. Et tu as travaillé aussi en parallèle à côté dans une agence d'architecture pour que ça marche. Et récemment, tu as réussi à créer ton atelier Mochata, dans lequel tu mêles ta pratique personnelle de l'ébénisterie. Et pour introduire ce dont ils vont parler tous les deux ce soir, donc Florence va surtout parler de ce qui l'a amené à changer de voie, sa transition de son travail en agence à son travail de photographique et comment fonctionne son métier aujourd'hui. Raphaël, lui, il va nous parler de sa manière de faire cohabiter les deux disciplines dans son travail et aussi cette période excitante qui est la création d'une agence. Bonsoir à tous. Donc, comme le disait Quentin, je suis photographe d'architecture. J'étais architecte pendant 8 ans à peu près. Alors, j'ai fait mes études ici à l'école d'archi. Et je travaillais déjà un peu la photographie à travers les photos de maquettes. J'ai choisi de faire des études d'architecture parce que c'était des études qui étaient pluridisciplinaires, c'est-à-dire que j'ai commencé, c'est un peu bizarre, mais j'ai commencé l'archi en sachant que je ferais peut-être pas ça à la fin. Donc j'avais déjà des exemples de personnes qui avaient fait d'autres choses que de l'architecture en sortant de l'école d'archi, ce qui me rassurait et me permettait en fait de me dire que j'allais pas être obligée d'être archi jusqu'à la fin de mes jours. Ce qui explique que finalement j'ai changé de voie après en fait. Voilà. J'ai travaillé, donc, comme le disait Quentin, avec l'atelier Fernandez et Serre, et je travaillais déjà aussi l'approche photographique à cette époque-là. Pas mal en chantier en fait, donc il y a des photos de chantier qui servent à rien, souvent c'est des détails, des trucs qui vont pas, mais moi je m'amusais aussi à regarder avoir un regard un peu différent et plus de photographes sur les chantiers où j'allais.
Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai commencé les études d'architecture, il y a un prof qui nous avait dit ça en première année. Une fois qu'on commence les études, ça change vraiment votre regard sur l'espace bâti. Et vous ne regardez plus l'architecture de la même manière. Je crois que c'est Borué, je ne sais pas s'il est encore prof ici, mais voilà. Donc, c'est lui qui avait dit ça, ça m'avait marqué et c'est très juste en fait. C'est qu'une fois que vous commencez à vous intéresser à l'architecture, il n'y a plus vraiment de retour en arrière, vous avez toujours un regard un peu particulier sur l'environnement bâti. Et moi, je m'en suis servi aussi à travers la photographie, ça m'a toujours un peu accompagnée dans ma vie. J'ai travaillé en agence, comme me disait Quentin, j'ai travaillé donc un peu à Paris, un peu ici avec l'atelier Fernandez et Serres. Après, je suis partie. En fait, le rythme de travail en agence me convenait plus trop, c'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait énormément de charrettes. Je travaillais pour des agences qui étaient assez exigeantes. Ce qui, moi, c'était ce que je recherchais en fait, mais c'était assez intense et j'arrivais un peu au bout de ça. Donc je suis partie à Londres en me disant que peut-être j'aurais une autre expérience de projet architectural là-bas. Et c'est vrai qu'ils ont une autre manière de travailler. Par exemple, chez eux, typiquement, c'est mal vu de finir après 19 heures en fait. Ça veut dire que vous ne savez pas vous organiser, que vous ne savez pas travailler de façon efficace. Et ça bon, ils font quand même des charrettes, hein, ça arrive, mais c'est tellement moins fréquent qu'en France que pour moi ça m'a permis en fait de rester architecte un peu plus longtemps. Donc j'ai travaillé en fait pour Stanton Williams, qui est une agence assez, alors qu'à Londres on considère comme petite voire moyenne, et c'était une quarantaine, cinquantaine de personnes, ça a grandi jusqu'à une centaine de personnes. Donc j'ai travaillé sur ce très beau projet qui était le musée des Beaux-Arts de Nantes. Donc même en ayant voulu partir à Londres, je me suis retrouvée à travailler en France en fait. Et c'est ce qu'ils recherchaient, c'était forcément la connaissance des normes françaises, parce que on a un monde complètement différent par rapport à l'Angleterre en fait. Eux sont une approche qui est quand même un peu plus libre que chez nous, où c'est assez cadré. Donc j'ai travaillé sur ce projet à partir c'était la phase APS je crois, et je l'ai suivi en chantier. Donc j'ai déménagé de Londres à Nantes pour suivre le chantier, qui était très très éprouvant, en tout cas pour moi. J'avais fait pas mal de chantiers avant, mais celui-là était particulièrement dur parce que c'était un chantier qui était assez gros, qui avait été chiffré très bas par l'entreprise dès le départ. Donc eux, ils savaient que leur objectif, c'était de baisser les coûts un maximum. Après le chantier, donc je ne sais pas trop comment les études aujourd'hui s'organisent, les études d'archi. Moi, à l'époque, quand j'ai fait mes études d'archi, il n'y avait pas tellement de confrontation au chantier, ce que je regrettais. Donc je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais ouais, toujours le cas. Mais en tout cas, moi, si je peux vous inviter à quelque chose, c'est vraiment de chercher à faire du chantier, parce que ça permet de confronter l'expérience en fait du bâti, de comment les choses se construisent par rapport à ce qu'on dessine. Souvent, on va dessiner des choses et on a envie de choses qui soient très belles, ou enfin, en tout cas idéales, quoi. On a eu tendance peut-être à idéaliser le dessin architectural. Et le chantier, ça permet de vraiment confronter le dessin à la notion de budget, à la notion de temps de fabrication, de mise en œuvre. Et c'est quelque chose qui, moi, même de faisabilité, mais c'est quelque chose qui, moi, a été difficile pour moi, et ça a engendré beaucoup de frustration pour moi. Donc ça a été un moment où c'était, dans ma vie, qui était très stressant, en fait, même si le projet était très beau. J'avais besoin de prendre du recul, quoi, et de faire un peu autre chose, quand je sentais que c'était un moment où déjà ça faisait un moment que je me posais des questions sur le fait de continuer l'architecture. Donc le fait d'être confrontée au chantier à des conditions d'exercice de l'architecture un peu difficiles, ça m'a poussée un peu dans mes retranchements, à me dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est une photo que j'ai prise d'un projet d'Alvaro Sisoa, c'est l'école d'architecture de Porto. C'est un voyage d'études qu'on avait fait avec l'agence Stanton Williams, et il y avait un petit concours qu'ils avaient organisé, parce qu'on était une cinquantaine, qu'ils avaient organisé un petit concours de photos. Donc c'est une photo faite à l'iPhone vite fait, mais
j'avais gagné la catégorie architecture. Et pour moi, ça a été un peu un premier déclic en me disant, ah tiens, en fait, peut-être que je peux faire de la photo et visiblement, ça peut plaire. Ou en tout cas, c'était une première forme de validation et de me dire, enfin, ça a ouvert une voie dans mon esprit à laquelle je n'avais pas forcément pensé avant. Ensuite, il y a eu le vote pour le Brexit. Qui a été assez compliqué. En Angleterre, en fait, à Londres, ça a bloqué pas mal de projets. C'était la période du vote, vraiment. Tous les projets étaient en pause, un peu comme ici en France, quand avant les grosses élections. Donc là, c'était un peu pareil. Et j'ai été malheureusement licenciée économiquement à cette époque-là. Et ce qui parfois peut être vécu un peu comme un échec ou quelque chose de négatif. Enfin, un licenciement, c'est jamais très fun, mais moi, je l'ai vu comme l'opportunité un peu de réorganiser ma vie et de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire. Donc, ça a mis un peu tout sans dessus-dessous, mais ça m'a permis de me dire, ok, en fait, est-ce que j'ai envie de faire de l'archi? Est-ce que j'ai envie dans quelles conditions j'ai envie de pratiquer l'architecture aussi? Et bon, j'ai complètement arrêté. J'ai eu besoin de faire complètement autre chose pendant 2 ans. J'avais déjà commencé la pratique du yoga il y a très longtemps et là j'avais fait une formation, donc j'ai enseigné le yoga pendant 2 ans je crois. C'était une expérience qui était super chouette, qui est très intéressante et très enrichissante aussi, mais qui m'a aussi en fait, ça me convenait pas, je me sentais pas forcément épanouie, mais ça m'a permis de vraiment arrêter l'architecture et je crois que c'est ce dont j'avais besoin à l'époque. De faire un peu le vide. Après, j'ai toujours été intéressée par la photographie. J'ai fait de la photographie de mariage. En général, quand vous faites de la photographie de mariage, vous photographiez plutôt les gens plus que les bâtiments. Et moi, je me suis rendu compte en regardant mes photos que je prenais beaucoup de photos de lieux. Donc, ça m'a donné une première indication que peut-être c'était pas la photo de mariage qui allait me convenir. J'ai fait pas mal d'expérimentations à cette époque-là, j'ai voyagé, donc aussi au moindre de mes voyages, j'essayais d'expérimenter sur les cadrages, sur la luminosité, dans la photographie en fait, sur aussi quelle colorimétrie pouvait m'intéresser, quel style m'intéressait aussi. Je cherchais rien, j'avais pas de finalité dans ce que je faisais, c'était plus de l'expérimentation et même un peu de la recherche. Je faisais pas mal de photos de rue aussi. En fait, mon but c'était vraiment d'exercer mon œil et de travailler ma pratique de photographie. Après, on a des projets qui sont très très beaux et qui, vous faites n'importe quelle photo un peu vite fait, ça rend bien. Mais voilà, à cette époque-là, j'essayais aussi de trouver... ça m'a permis, moi, de construire un peu mon style, de comprendre ce qui m'intéressait dans la photographie d'architecture et d'essayer de mener un peu les photographies dans un sens qui m'intéressait, vers une colorimétrie aussi qui m'intéressait. Donc toute cette période-là, en fait, m'a permis beaucoup d'expérimenter. Et là, ça a été un petit lien avec ce projet-là, qui est un projet de l'atelier Fernandez et Serre. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une salle de théâtre et de danse à Vertou, c'est juste à côté de Nantes. Et à l'époque, j'habitais encore à Nantes. Et je me suis dit, ok, je vais en profiter. En fait, j'avais travaillé sur ce projet en phase, je ne sais plus, je crois que c'était concours vers APS, et on avait fait des détails aussi, donc APD, il me semble. Et le projet était construit, je me suis dit, ok, en fait, ça peut être sympa de faire rejoindre la pratique de la photo avec ma pratique ancienne, pas si ancienne que ça, mais ce que j'avais expérimenté de l'architecture et de voir comment je pouvais... je connaissais plutôt bien les intentions architecturales de ce projet-là. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux essayer de les retranscrire en photo et essayer de me confronter à la pratique de la photographie dans un cadre plus professionnel. Donc ça a été un peu le début. Ensuite, j'ai commencé à regarder des projets qui m'intéressaient autour de moi. Donc là, c'est une église qui est à côté de Rennes, donc c'est pas très loin de Nantes non plus, d'Alvaro Siza, qui, bon, c'est facile d'aller photographier Alvaro Siza parce que c'est très très beau et c'est très qualitatif.
Mais je l'ai abordé vraiment comme si je devais faire un reportage d'une journée pour ce projet-là. Et ça m'a permis de faire des tests, en fait, de voir à quelle heure, enfin, les horaires de lumière qui, moi, me convenaient plus. Bon, en vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, un beau projet, enfin, c'est facile à photographier, en fait. Les choses, elles viennent assez naturellement, surtout des projets de César. Et j'ai aussi eu la chance à côté, donc plus ma pratique photographique se construisait, et j'ai des amis qui sont architectes et qui sont toujours architectes. Du coup, j'ai de la chance parce qu'ils sont aussi talentueux. Et ils m'ont proposé de faire des reportages de leurs projets. Donc ça a commencé avec Audrey Faugloire qui a une agence à Marseille. Donc j'ai fait le reportage photo de cet espace qui est un petit café à un torréfacteur à Marseille, proche du Vieux-Port. Et en fait, ce reportage m'a permis d'être publié assez rapidement dans la revue À Vivre. Alors on a un peu on peut se dire, oh, c'est génial, je suis publiée, c'est une validation, c'est super comme booster d'ego en fait. On se dit, c'est trop bien, je maîtrise, ou ce genre de truc. En fait, les publications, on s'en fait un peu tout un monde quand on connaît pas, mais quand on connaît, on se rend compte que ça n'a pas tant de valeur. Enfin, c'est pas que ça n'a pas tant de valeur, c'est très chouette d'avoir des projets qui sont publiés, mais d'un point de vue en tant que photographe, ça amène pas tellement de visibilité et les retours en fait sur ça étaient plutôt limités. J'ai aussi eu la chance de photographier ce très beau projet qui est un projet de Awesome. C'était le premier gros projet que j'ai fait, il est à Aix. Et ils m'ont fait confiance assez rapidement. Ils m'ont dit, écoute, on a ça à photographier, on te fait confiance. Donc, bon, il se trouve que c'est des amis. J'ai fait mes études d'archi en même temps qu'eux, en fait. Donc, je pense qu'ils m'auraient dit si c'était... Enfin, on avait une relation qui était déjà établie avant que je fasse ce reportage. Et c'est pareil, il a été publié, il a été même sélectionné il a été nommé dans la catégorie logement pour l'équerre d'argent. Et moi, ça m'a permis de comprendre aussi que les photographies de projet sont assez importantes pour véhiculer et transmettre les intentions architecturales. Et le choix des points de vue peut vraiment permettre de traduire ça, en fait. Et on a, en tant que photographe, en tout cas, moi, je le vois comme ça, on a un rôle, en fait, dans la communication autour de l'architecture, pour transmettre les idées et les concepts d'un projet en fait. En photo, on peut y arriver, on peut chercher vraiment à développer ça et à devenir en fait vraiment un collaborateur des archis. Enfin. Ça, c'était un très très beau projet que j'ai obtenu en fait après avoir démarché cette agence. Là, j'ai cherché en fait à contacter des agences qui avaient une sensibilité architecturale proche de la mienne. Donc des archis qui avaient une vision plutôt minimale, mais qui pourraient comprendre ma manière de photographier pourrait éventuellement leur apporter pour communiquer autour de leur projet. Et ça, c'est quelque chose qui peut, se rapporter pas qu'à la photographie. Pour moi, c'était un peu la définition de trouver les architectes qui peuvent être intéressés par mon travail. Ça correspondait à trouver la cible qui était intéressée par mon travail, donc des clients potentiels. Et moi, je les ai déterminés en fonction du style architectural, mais c'est un peu pareil avec l'architecture, quoique l'architecture avec en maîtrise d'œuvre publique, je ne sais déjà plus les termes, en mission publique, quand vous faites des concours, etc., des appels d'offres, cette notion de cible, elle est un peu perdue, mais quand vous faites plutôt des choses à échelle plus réduite, où vous travaillez dans la commande privée, c'est quelque chose qui peut plus parler, c'est-à-dire de trouver les gens qui auront envie de vous faire confiance et qui pourront travailler avec vous en fait. Et ça, c'est un peu du marketing de bas étage et je
je veux pas non plus faire des trucs trop vers le marketing, mais je trouve qu'en école d'archi, en tout cas, on n'en parle pas beaucoup de comment trouver des clients et comment en fait accéder à la commande. Après, moi dans mon cas, je parle d'accéder à la commande photographique, mais je pense que accéder à la commande architecturale, c'est pas si différent, en tout cas pour la partie commande privée. Voilà. Après, si je peux aussi établir un lien, c'est sur le marché qu'on intègre, avoir une connaissance un peu du marché qu'on intègre et de ne pas casser les prix. C'est une discussion que j'ai eue avec pas mal de photographes parce qu'on a tendance à croire que si on a des prix pas chers, ça marche aussi pour l'archi finalement, on va accéder plus facilement à la commande. Et moi, je trouve que c'est assez faux. Déjà, ça va perturber le marché qu'on essaye d'intégrer. Si vous tirez les prix vers le bas, ça veut dire que vous tirez potentiellement une balle dans le pied parce que ça veut dire que vous allez rester à ces prix-là et vous aurez peut-être du mal à en vivre après. Et je parle aussi bien en photo qu'en archi. Et il faut un peu connaître les prix qui sont pratiqués. Je vois en photographie, par exemple, c'est très facile. On ne se rend pas bien compte des prix qui sont pratiqués, mais c'est un peu... On se dit, ah oui, non, mais ça me prend je sais pas, une matinée pour aller faire un reportage. Donc finalement, je peux faire ça pas cher, ça ne me prend pas tant de temps. Mais on a tendance à oublier que ce qu'on facture, c'est pas le temps passé, c'est pas que ce temps passé là. C'est aussi tout le temps qui est en arrière-plan, c'est-à-dire tout ce qui va être la communication, la prospection, le moment où vous faites votre comptabilité par exemple. Il faut aussi que ce soit un moment pour lequel vous soyez payé. Donc c'est pas tout le temps que des moments où vous faites de la photo, où vous faites de l'archi. Donc le démarchage peut permettre d'accéder à la commande. Moi, ça m'a aidé. Le fait d'être exposé, donc là, c'était à la galerie d'architecture, c'était dans le cadre de l'exposition de Rémi Marciano. J'ai eu certaines de mes photographies qui étaient exposées et c'est sûr que ça aide pour la visibilité, pour rencontrer d'autres architectes et se faire connaître. Après, le meilleur moyen, au final, ça reste quand même le bouche à oreille. Et malheureusement, c'est quelque chose qui prend du temps. Là, par exemple, typiquement, c'est un archi qui m'a contactée parce qu'il avait entendu parler de mon travail par d'autres architectes. Quand on débute, on n'a pas trop forcément de notion du temps en fait, qui est impliqué. Là, quand je raconte un peu comment je suis passée de l'architecture à la photographie, on a l'impression que c'est assez linéaire et que ça se fait facilement, alors qu'en réalité, c'est un chemin qui est bien moins linéaire et qui prend plus de temps qu'on imagine. Et le bouche à oreille, c'est pareil en fait. C'est très... ça fonctionne très bien, c'est le meilleur moyen de se faire connaître, mais c'est un peu plus long en fait. Et je voulais vous dire un autre truc là-dessus. Oui, c'était la relation au client. C'est-à-dire que si vous pouvez vous démarquer auprès de vos clients, quel que soit votre travail, si vous faites un chantier et qu'à la fin, le client il a envie de vous taper dessus, ça va être compliqué pour qu'il parle de vous de manière positive autour de lui et donc vous amenez potentiellement d'autres clients. Donc, je vois par exemple pour la photographie, les implications ne sont pas les mêmes, clairement. Moi, ça va être juste de livrer des photos en temps et en heure et de faire des photos et de rendre un bon travail qui plaise aux archis, mais il ne faut pas négliger en fait la relation qu'on peut développer avec ses clients. Par exemple, oui, après, quand on arrive à se faire connaître, en tout cas, par exemple, là, c'est des clients qui m'ont démarché qui avaient entendu parler de moi par les réseaux sociaux. Je ne sais plus si c'est LinkedIn ou Instagram, mais parfois ça marche. C'est assez rare quand même, mais quand ça marche, c'est chouette. Et quand on arrive à avoir suffisamment de visibilité, où c'est les gens qui viennent vers vous plutôt que vous qui avez besoin de démarcher, c'est assez chouette. Et en tout cas, ça permet de se dire que on fait un travail qui est pas trop mal.
Et là, je vais un peu plus vous parler donc, de la pratique vraiment de la photographie d'architecture, donc ce qui fait le cœur de mon métier aujourd'hui. Là, par exemple, c'est un complexe sportif qui est à Brest. Et effectivement, ce qui est inhérent à la pratique de la photographie, c'est la lumière. Et on ne peut pas travailler la photographie, ou en tout cas pour moi, c'est compliqué, ou c'est quelque chose auquel je dois faire attention, c'est la gestion de la lumière. Par exemple, à Brest, inutile de vous dire qu'il ne fait pas très beau souvent. Et donc, il faut un peu en tirer son parti. C'est-à-dire que là, c'était un bâtiment qui était très blanc. Le fait que le ciel soit voilé et également très blanc, finalement, ça ne gênait pas et ça rajoutait au bâtiment. Ça lui donnait un espèce de côté mi-fantomatique et il était dans son environnement, finalement, ça avait du sens. À l'inverse, quand j'ai fait ce reportage-là, qui était le reportage d'un domaine à Saint-Tropez, la lumière n'est pas du tout la même et il faut aussi l'accepter et accepter les ombres qui vont être plus marquées et savoir en jouer aussi, donc c'est-à-dire le faire transparaître dans ces images. Ça peut être aussi intéressant de travailler avec les limites des ombres, etc. Voilà, s'adapter finalement à la lumière et au contexte dans lequel on intervient. Et en le disant, je me rends compte que c'est assez similaire avec l'architecture finalement. Voilà, il y a un lien qui se crée, c'est ne pas arriver comme un bulldozer, en général c'est mieux, et tenir compte du contexte. Et savoir aussi qu'en photographie, c'est pas mal. C'est-à-dire que les meilleures photos, souvent, elles sont faites au lever du jour et au coucher de soleil. Donc, c'est vraiment pendant l'heure dorée, il y a 1 heure à peu près, juste après le lever du jour et juste avant le coucher du soleil. Donc c'est ce créneau-là qui est le plus optimal, on va dire, pour prendre des photos. C'est là où vous avez des rendus, enfin en tout cas qui moi correspond le plus à ma pratique de la photographie et qui me permet d'avoir un rendu et d'avoir une colorimétrie qui est celle que je recherche en fait. Donc en général je ne travaille pas trop entre midi et 14h, ou alors je privilégie de faire des intérieurs ou ce genre de choses. Donc la gestion de la lumière, pour moi, elle est assez importante dans mon travail. Et forcément, ça implique aussi peut-être qu'on n'en a pas forcément conscience, mais de se lever très tôt l'été, c'est-à-dire à 5h du mat, de partir en reportage, soit pour faire des lumières, enfin des photos nocturnes, on peut les faire soit avant le lever du jour, soit après le coucher du soleil. Mais l'été, ça implique de faire des journées qui vont de 5h du mat jusqu'à 22h30 à peu près. Donc finalement, c'est pas si éloigné que les pratiques de l'architecture en agence. On s'y retrouve. Et on se retrouve parfois dans des situations un peu improbables. Ça veut aussi dire affronter le froid l'hiver, trouver toujours assez de recul, être dans des coins. Là, c'est une photo, mais en général, le trépied, il est bien plus en équilibre que ça quand on veut faire des photos un peu qui sortent des angles de vue un peu ordinaires, quoi. On se retrouve vite à faire des acrobaties. Et quand les projets sont vraiment très étendus, là, le temps du reportage est vraiment beaucoup plus long. Parce que forcément, sur un projet qui fait 5000 m², on ne peut pas s'amuser à photographier en une journée. Enfin, on peut, mais on ne couvrira pas l'ensemble du bâtiment, ou en tout cas pas de la bonne manière. En tout cas, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Par exemple, ce dont je parlais tout à l'heure sur le fait quand on facture, ça ne va pas couvrir forcément le temps où vous êtes consacré à ce pourquoi vous facturez, c'est-à-dire à faire des photos. Mais là, en l'occurrence, la photo d'architecture, quand vous faites des grands bâtiments comme ça, vous ne pouvez pas en faire 5 par semaine, par jour. C'est impossible. Enfin, ou alors, vous êtes en super bonne forme physique. Mais pour moi, c'est compliqué. Et je pense qu'on n'en a peut-être pas forcément conscience quand on fait de la photo, que ça nécessite, que le temps que vous allez facturer, ça va pas être, vous n'allez pas faire des reportages 5 jours par semaine, ou vous ne travaillez pas 7 jours sur 7, quoi.
Il y a aussi des moments qu'il faut anticiper. C'est par exemple la détection automatique des lumières dans les bâtiments, je la hais personnellement. Parce que quand je dois prendre des photos de nuit, ça implique de courir à travers le bâtiment et de ressortir pour aller prendre une photo où c'est vaguement éclairé. Et c'est top pour l'économie d'énergie, mais en tout cas pour moi ça m'aide pas. Là en l'occurrence c'était pas le cas parce que c'était des logements privés. Après il y a d'autres problématiques, le fait de pouvoir accéder au logement, le fait qu'il y en a qui ont décidé de fermer leur volet un peu plus tôt, d'autres qui n'éclairent pas forcément l'intérieur. Enfin, voilà, il y a forcément une nécessité à un moment de s'adapter et d'être un peu souple dans ce qu'on a en fait, dans ce qu'on trouve quand on va faire des reportages. Ou être souple aussi vis-à-vis de la météo. Même si moi je sais que pour faire les images que je fais, le rendu d'image dont j'ai envie d'avoir un ciel très clair et beaucoup de luminosité, donc j'y vais quand les ciels sont très dégagés. Parfois on m'appelle pour faire des photos d'un projet spécifique et les archives veulent rendre un dossier pour l'écart d'argent, par exemple, soumettre un dossier à l'écart d'argent. Ça veut dire que ça laisse peut-être une semaine, donc vous êtes obligé d'aller voir quel est le jour le plus optimal et parfois vous prenez un ciel assez orageux dans la tête. Et bon, faut faire avec et finalement le rendu est finalement pas mal, enfin en tout cas moi il me satisfait, alors que je pense qu'en temps normal j'aurais probablement pas eu ce résultat du tout, quoi. Et parfois, il y a des petits loupés, comment dire. Parfois, vous arrivez un dimanche pour faire un reportage, parce qu'on vous a commandé un reportage un peu dernière minute. Et la personne qui s'occupe un peu du TVRD se dit « Tiens, si je calais mon tractopelle devant la façade principale ». Et c'est un dimanche, donc vous ne pouvez pas le contacter. Puis, même si vous avez son numéro, vous savez qu'il ne va pas venir pour déplacer son engin, quoi. Donc là, vous savez que vous allez devoir faire avec et ça veut dire forcément du temps de retouche en plus. Après, le fait de le savoir, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, parce que vous savez que vous allez devoir le virer, l'engin, donc vous allez prendre des photos supplémentaires pour coller des trucs. Voilà. C'est aussi un des aléas, donc il faut être assez souple et en général, quand on voit ça, on a envie de partir en courant et ça m'est arrivé plus d'une fois. De me dire non mais c'est bon, je vais pas faire des photos, je vais rien réussir à sortir. Mais il faut quand même le faire parce qu'il y a un impératif de temps. Donc voilà, c'est les moments, c'est pas les meilleurs moments, on va dire. Voilà. Après, c'est vrai que là, jusqu'à présent, ce dont je parlais, c'était des points qui pourraient paraître un peu négatifs. Mais en réalité, pour moi, c'est des points qui sont quand même positifs, c'est-à-dire le fait de devoir composer avec la météo, de composer avec ce qui est là. Moi, ça me plaît en fait, ça veut dire qu'un reportage n'est jamais le même, une journée ne sera jamais la même, les projets ne sont jamais les mêmes, les conditions de photos ne sont jamais les mêmes et ça pousse un peu à être un peu créatif finalement. Et dans ce cas-là, ce que je voulais aussi développer, c'était qu'est-ce que les études d'architecture m'ont apporté dans ma pratique photographique. Alors c'est vrai qu'il y a le fait de connaître le déroulement d'un projet, de gérer la fin de chantier, de savoir que c'est jamais, on vous donne souvent une date de reportage, c'est jamais celle-là qui sera faite. Donc je fais un peu comme Air France qui fait du surbooking. Ça peut m'arriver de caler 5 reportages sur une semaine et je sais très bien, ça m'est arrivé là d'ailleurs au mois de septembre, j'en avais 5 sur la même semaine, 5 ont été décalés. Donc voilà, il y a toujours des imprévus et le fait d'être archi, de savoir aussi d'avoir vécu ça en fait du côté archi, je m'y attends et je suis assez souple sur le fait que je sais jamais trop, ça nécessite une certaine organisation, je sais jamais comment mes semaines vont se passer, mais moi c'est aussi ce qui me plaît en fait. Et l'autre aspect aussi, ce dont mon expérience d'architecte, ce qui me sert dans la photo, c'est par exemple sur des détails comme sur ce projet-là. Je sais pas, peut-être que plein de photographes verraient ce détail et se diraient c'est intéressant. Moi, c'est vrai que dans cette photo, ce que j'essayais de transmettre, c'était le lien entre l'ombrière qui a été faite, le rythme
des poteaux qui ont été posés qui font écho en fait aux mâts qui sont dans le port. C'est aussi l'intégration de l'éclairage dans le poteau. Peut-être qu'il y a d'autres photographes qui n'auraient peut-être pas fait gaffe à ce détail spécifique. Ou alors la différence de traitement de sol entre la partie qui est sous l'ombrière et la partie qui est à l'extérieur. Les joints qui sont les joints au sol en fait, qui sont dessinés en fonction de la position du poteau. Ça, c'est des détails que peut-être mon expérience d'architecte me permet de voir, ou en tout cas me permet de me dire ça, c'est une photo qui peut intéresser potentiellement l'architecte. Sur ce projet-là, par exemple, il y a un projet qui est juste à côté, c'était la question du lien au paysage. Donc, comment est-ce que ce projet-là cherchait à se fondre dans son environnement par des jeux de reflets. Et c'est ce que j'ai essayé de capter, en fait, de montrer cette intention-là, que le paysage surgit du bâtiment et il y a une espèce d'écho qui se fait entre les reflets et le paysage environnant. Et ce projet-là, qui est un projet donc, de Régis Rodil, c'est des choses qui peut-être... je sais pas, peut-être que des photographes... Je connais pas beaucoup de photographes qui sont pas... de photographes d'architecture qui n'ont pas d'expérience d'architecte. C'est très fréquent, en fait, qu'ils soient architectes à côté, avant ou pendant. Mais en tout cas, ici, ce qui m'intéressait, c'était le rapport au sol, le traitement du sous-bassement qui était différent du reste du bâtiment, le parcours de l'entrée. Il y avait une pente en fait en béton banché c'est banché avec des planches en bois, donc il y a une texture qui est particulière. Et c'est une séquence d'entrée en fait qui est assez forte architecturalement parlant. Et qui amène vraiment logiquement vers l'entrée de ces logements en fait. Donc c'est aussi quelque chose qui, mon expérience d'archi me permet de voir des choses plus particulières ou de façon peut-être plus précise que d'autres photographes. Et donc ce projet qui est un projet de Ginès, qui est un projet de Rémi Marciano, je vais m'en servir donc, de cette image pour conclure. Et en fait, pour aussi rappeler, donc moi ce qui m'intéressait essentiellement dans l'architecture, c'était pas mal l'image finale, le résultat et l'objet architectural qui m'intéressait beaucoup, bien plus que le processus architecturale. C'est aussi ça, de prendre conscience que ce qui me plaisait, c'était l'objet architectural plus que tout le processus du projet qui est d'affiner le projet avec le temps, de résoudre des problèmes. C'est souvent aussi beaucoup de résolution de problèmes ou de problématiques. C'est quelque chose qui, moi, m'intéressait moins. Et finalement, du coup, de faire de la photo, ça a du sens pour moi parce que je ne m'intéresse que à l'image finie et j'arrive que quand le projet est terminé. Et j'ai pas mal d'archis qui me disent « Ah, c'est la cata, tu vas voir, le projet, il est horrible, j'ai rien pu tenir comme détail. » Et moi, j'arrive et je dis « Non, mais c'est génial, c'est hyper beau, c'est... » Donc je vois bien qu'en étant détachée complètement du projet, j'ai une lecture de la finalité qui est complètement différente quand on est vraiment dans le processus du projet et surtout quand on le fait pas soi et quand on n'a pas traversé le projet, c'est beaucoup plus facile de ne pas s'arrêter sur les détails qu'on n'a pas réussi à réaliser par exemple. Voilà, merci de m'avoir écouté et merci à Quentin de m'avoir invité et à Alexia vis-à-vis. Merci à vous tous. Ouais. Bonjour à tous. Ça fait tout bizarre de se retrouver de l'autre côté de l'amphi.
Moi aussi, comme Florence, j'ai fait mes études ici à Marseille et je suis assez content que l'ambiance soit un peu intimiste parce que j'étais un peu angoissé. Je vais vous parler un peu de mon parcours d'architecte qui a commencé donc, ici à Lumini il y a quelques années. J'ai passé 5 années assez merveilleuses entre les charrettes, la fatigue, les grandes émotions de la découverte de l'architecture, aussi d'énormes amitiés qui sont nées. J'ai eu la sensation de trouver ma vocation, de me dire ouais, architecte, c'est ça qui me plaît. Mais comme j'avais enchaîné directement après le bac, je me suis retrouvé diplômé à 22 ans et je me sentais pas tellement d'aller me mettre derrière un ordinateur et cotiser pour ma retraite. J'avais, comme le disait Florence tout à l'heure, aussi la sensation d'être passé à côté, enfin d'avoir loupé une grosse partie de l'histoire sur tout ce qui est matériaux, le chantier, comment on construisait. Je me sentais pas du tout légitime à être architecte alors que j'avais aucune idée de tout ça. Je sais pas si ça a évolué sur ce sujet, mais en tout cas, ça fait une petite dizaine d'années que j'ai été diplômé. Et à l'époque, voilà, j'avais ce gros manque et je voulais retarder le moment où j'allais me mettre derrière l'ordinateur. Comme j'ai grandi à la campagne, j'ai toujours été assez intéressé par les choses manuelles. J'ai oublié de... Et j'ai toujours aimé faire des maquettes ici à l'école, utiliser mes mains. Et je me suis dit, tiens, si je faisais un CAP d'ébénisterie, comme j'étais encore assez jeune, j'ai pu entourlouper un peu tout le monde et m'inscrire comme lycéen. Et donc ne pas être en reconversion, le Greta, tout ça, pas avoir à financer cette année supplémentaire. Et donc j'ai fait un petit pas en arrière, je me suis retrouvé dans des classes avec des étudiants en échec scolaire de 16 ans qui se jetaient des morceaux de bois de tous les côtés de l'atelier. Mais ça m'a fait faire un gros pas en avant finalement et j'ai eu une nouvelle grosse émotion de découvrir en fait pas étape par étape, sans aucune zone d'ombre, comment on transforme un arbre en un meuble. Et ça, c'est vraiment ce qui me manquait. Je voyais ici, on manie les concepts, les idées, on arrive à développer une pensée, mais en sortant de l'école, en voyant un bâtiment, on serait incapable de le détailler. Et là, c'était beaucoup plus facile devant un meuble d'appréhender, voilà, il y a 4 pieds, 2 traverses, un plateau, et savoir comment tous ces morceaux s'assemblaient et être capable en 1 an de formation de le faire soi-même. Et ce qui m'a amené, donc parallèlement, pour me faire un peu d'argent pour financer cette année supplémentaire, à investir le cabanon au fond du jardin qui était dans un sale état et commencer à bricoler, faire des meubles, vendre à des amis, à la famille, un peu se débrouiller quoi. Et je trouvais ça passionnant. Et c'est là qu'est né l'atelier Mochata. Alors qu'est-ce que c'est Mochata ? C'est assez compliqué hein, de trouver un nom. On se retrouve, est-ce que je vais appeler Raphaël Contesso ? C'est un peu chiant. Donc je suis allé dans tous les sens et j'ai trouvé cette petite bête qui s'appelle Aromia Mochata qui a une particularité, c'est qu'elle a des reflets bleu-vert irisés, très jolis et qui est xylophage, c'est-à-dire qu'elle mange le bois. Et ses excréments, après sa digestion, ça a une odeur de musc qui est utilisée dans les parfums. Et donc je trouvais ça terriblement poétique et ironique que l'ennemi numéro 1 du menuisier, ça
soit aussi si joli. Le fait que ça ressemble un peu à un cafard aussi, ça gêne un peu. Et j'aimais bien toutes ces idées, tout ce qui s'entrechoquait dans ce petit insecte. Ensuite, c'était la vie. C'était une fois que j'avais fait mon CAP, quelques meubles, j'essayais de repousser encore toujours ce moment là, fatidique où il fallait rentrer dans le rang. Et j'ai pas mal voyagé, j'ai découvert beaucoup de choses, pris beaucoup de recul par rapport à... si vous êtes encore là à cette heure-ci, c'est que vous devez être assez passionné. Et on sait, on a des amis architectes, on parle que de ça, on bosse tout le temps. Et le fait de prendre un peu de recul, ça fait du bien aussi de se rendre compte qu'il y a plein de gens qui n'ont rien à faire de tout ça et qui vivent de manière totalement différente. Mais désolé, je me perds un peu. Ouais, j'ai réalisé que, comme le dit Paulo Coelho, plutôt le roi Salem, il ne tenait qu'à moi de réaliser ma légende personnelle. Et donc, je suis parti... Ah oui, désolé, je suis totalement perdu. J'ai aussi, dans cette période de vie, travaillé en agence finalement, je m'y suis retrouvé. Et c'était très bien, j'ai eu plein d'expériences, enfin plusieurs expériences qui ont été plus ou moins heureuses, mais qui m'ont permis justement de définir un peu ce que j'imaginais moi de la pratique que je projetais, de savoir ce que je voulais pas faire aussi, surtout. Et donc je me retrouve à un point, un peu avant la trentaine, à avoir deux choses en poche. La HMO, qui me permet d'exercer en nom propre, et une rupture conventionnelle qui me permet de ne pas avoir à paniquer sur les 2 prochaines années, le salaire qui pourrait rentrer ou pas. Et le bonus, petit 3, c'est que l'atelier, entre-temps, j'ai passé tous mes temps libres et toutes mes petites économies. Et je l'ai totalement rénové, agrandi, isolé. Je l'ai équipé de machines professionnelles. J'ai récupéré sur un chantier une baie vitrée que j'ai intégrée à l'agrandissement. Et donc voilà, j'avais toutes les cartes en main pour pouvoir réfléchir à vraiment ce que je voulais faire et comment je voulais faire. Et c'est vrai qu'on est dans un pays quand même où ça c'est possible. Le fait de pouvoir avoir le chômage pour réfléchir, prendre soin de ses projets de sa vie, c'est quand même à signaler. Alors là, je voulais vous faire un petit point administratif. Peut-être pas très rigolo, mais je pense que pour vous c'est assez intéressant et rentrer plus précisément dans ce qui s'est passé là à ce moment. Pour pouvoir commencer à définir une activité, à prendre des projets, le faire de manière professionnelle, être assez donner une image sérieuse aux clients, il y a à la fois pour prendre énormément de temps et enlever l'idée de rentabilité de tout ça. J'ai donc eu cette rupture conventionnelle qui m'a permis pendant 2 ans de toucher une aide à la création d'entreprise. En fait, c'est un équivalent du chômage que j'aurais touché. Et parallèlement, je crée une SARL dont je suis gérant non salarié, ce qui me permet d'avoir tout ce qu'il faut pour m'inscrire à l'ordre, à la MAF, avoir un compte en banque professionnelle et pouvoir prendre des projets, signer des permis. Et donc pendant 2 ans, tout l'argent qui rentrait, il me permettait d'investir dans du matériel pour l'atelier aussi, de pouvoir payer des freelances ou des stagiaires à l'occasion quand j'avais trop de boulot, et de prendre le temps surtout, de travailler à perte finalement sur des projets où il allait être question
d'expérimentation, parce que toutes les questions que je me posais, j'avais envie d'avoir mes réponses. Et donc l'avantage d'avoir cet outil formidable qu'est l'atelier, qui est d'ailleurs moi je suis à Nice, et l'atelier il est dans l'arrière-pays, là où j'ai grandi. Et de se retrouver à la campagne, avoir 3 jours pour faire des tests, c'était assez c'était génial. Et parmi les autres choses, mais qui sont des détails, mais c'est important, de pouvoir mettre en place tout le serveur avec la bonne arborescence qui est logique selon notre manière de travailler, faire une belle bibliothèque de blocs AutoCAD, de Photoshop, tout ce genre de choses où quand on est pris dans le quotidien entre les commandes, on fait comme on peut. On n'a pas quand on se couche à 23h pour rendre quand on finit à 23h pour rendre un rendu, on ne fait pas tout propre la bibliothèque, on ne range pas tout. Et donc là, ces 2 ans, je me suis vraiment concentré là-dessus. Et entre autres expérimentations, alors là vous voyez ce cadre idyllique avec un petit atelier d'extérieur exprès pour travailler avec la vue, où là c'est un projet de terrasse où globalement il y avait comment on entourait, quel type de parois on allait faire autour de cette terrasse et quel type de sol. Donc le projet il est assez simple dit comme ça, mais c'était l'occasion d'aller chercher, de faire des tests, de se faire. Donc là, on avait fait plein de tests avec de la chaux, du ciment blanc, du ciment gris, du sable gris, du sable jaune, de la terre cuite concassée, des petits cailloux blancs. Et donc ça prend beaucoup de temps, c'est génial, c'est vraiment. C'est comme les vacances quoi, pour moi, j'adore faire ça, mais ça faisait partie du boulot et bon, beaucoup de plaisir à faire tout ça. L'expérimentation, c'est aussi faire des maquettes. Toutes ces petites choses, c'est quelque chose, c'est compliqué, toujours la même histoire, quand on est charrette, de prendre le temps de faire une maquette, mais ça nous amène à se poser des questions, à vraiment appréhender les volumes, les proportions de manière différente que sur l'ordinateur, même si l'ordinateur c'est génial, c'est un outil fantastique, mais pour faire des maquettes il faut du temps et puis 2 jours avant le rendu on n'en a jamais. Donc voilà. Et d'autres types d'expérimentation aussi, ça c'est un projet qui a duré peut-être 4 ou 5 ans, qui est pour chez moi, où je me suis dit, j'habite dans un petit appartement sous les toits, j'ai fait toute la rénovation, donc chaque chose dans cet appartement c'était un lieu d'expérimentation, mais peut-être que la plus poussée c'est celle-là, c'est que j'ai pas énormément de place, mais comme c'est sous les toits, surtout la périphérie de l'appartement qui fait un angle de l'immeuble, il y a une zone qui fait entre 1m10 et 80 cm de hauteur. Et donc ça, c'est impossible à habiter, c'est un nid à poussière. On peut y mettre 3 placards, mais on ne peut pas trop accéder. Et donc, il y a un endroit où il y a le chauffe-eau, il y a un endroit où il y a des placards. Et il restait de la place, et j'adore prendre des bains. Et impossible dans un petit appartement de mettre une baignoire, c'est pas du tout la place. Et donc je me suis dit, tiens, si on faisait une baignoire sur roulette qu'on pourrait ranger dans un placard. Il y a aussi une autre chose qui me plaît pas dans les bains en général, c'est que c'est dans les salles de bain. Évidemment, ça s'appelle des salles de bain. Mais bon, c'est tout carrelé, il y a une petite fenêtre si on a de la chance, sinon le pot de la VMC. Et donc moi je voulais ma baignoire dans le salon où je pouvais mettre de la musique, avoir une belle lumière. Et donc ça, après des années, de trouver un espèce de copain qui est ingénieur en matériaux composites qui m'a aidé à dimensionner le bac qui est fait en fibre de verre, mais fait maison, c'est-à-dire qu'il a fallu faire le moule, enduire le moule de résine, puis passer couche à couche du tissu de fibre de verre qui est différent que l'on soit sur les parties horizontales, sur les coins, sur le fond, sur les côtés.
Et avec la petite complexité supplémentaire, c'est que quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Donc il y en a pour 7 heures de travail, mais si on prend 20 minutes de pause, ça sèche et les couches, ça accroche non plus. Donc beaucoup de transpiration. Mais à la fin, avec aussi la plomberie qui était un truc très compliqué parce que les plombiers n'avaient pas trop envie de faire des tuyaux qui allaient bouger, qui allaient être soumis à des sollicitations, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Mais à force d'abnégation, cette baignoire a vu le jour et c'était assez incroyable. Au moment où je me suis mis à poil et je me suis mis dans l'eau, là dans mon salon, j'avais l'impression que ça n'existait pas tellement je m'étais projeté, mais c'était irréel. Bon, tout ça, ça laissait présager aussi un certain attrait pour les détails. On a vu la baignoire, on n'a pas vu de près, mais tous les assemblages ça me passionne comment un matériau touche un autre et que ce soit beau et que ce soit intelligent structurellement, ce soit pas juste beau, mais que ce soit beau dans la logique structurelle et aussi dans l'écoute du matériau, c'est-à-dire que si c'est du métal ou du bois, c'est pas du tout la même logique. Et du coup que le détail exprime à la fois une beauté esthétique, mais tout ce qu'est le matériau intrinsèquement. Et donc ça, c'est une grosse passion de faire des extraits de meubles, des prototypes à l'échelle 1, où je teste des choses, je ne sais pas du tout si ça va marcher au départ. Mais souvent je m'aperçois que justement il y a de la beauté, mais il manque la logique structurelle où j'avais pas anticipé que le matériau réagirait de telle manière. Donc ça, c'est une réflexion pour des pieds de table basse. Comment on peut avoir le montant qui tient, enfin les pieds et qui s'intersectionne avec les traverses et comment tout ça peut se passer. Sachant qu'on l'a pas vu sur l'élévation de l'atelier tout à l'heure, mais récemment, je me suis mis au tournage sur bois, qui est, je ne sais pas si vous êtes familier de ça, mais c'est fantastique. C'est assez éloigné, enfin, c'est pas de l'ébénisterie, c'est vraiment un métier, les tourneurs, c'est un métier à part entière, parce qu'ils ont pas ils travaillent pas les assemblages au millimètre comme l'ébéniste. Eux, ils sont plus dans l'écoute du bois, c'est entre la sculpture. En fait, quand on est ébéniste, enfin, quand on est tourneur, c'est le ciseau, la gouge, qui vient flirter avec le bois. Et donc, je ne sais pas si vous voyez tout, c'est comme une grosse brochette de boucher. Il y a deux pointes et le bois tourne et on vient approcher une gouge et le sculpter. Mais ça se fait super rapidement et c'est plus de l'ordre plus artistique et sculptural. Et eux, ils adorent les morceaux de bois qui ont des décoraux défauts parce que quand un champignon a commencé à se développer, ça va faire des lignes noires. Ça va faire des contrastes dans les couleurs, alors que les l'ébéniste ils détestent ça parce que le champignon ça donne une zone qui n'est pas solide et qui risque de se casser dans un milieu d'assemblage. Ça c'est pour un projet de rénovation de logement où évidemment les lots, aménagements, menuiserie intérieure c'est des choses qui m'intéressent particulièrement et j'essaye de développer, de proposer aux clients et aux entreprises d'ailleurs des détails et voilà, là c'est un morceau de porte, comment ça se passe, comment on vient assembler la traverse et le montant, là c'est un enfourchement, on ne voit pas mais il y a une petite parclose derrière pour insérer le canage et avec aussi encore un peu d'expérimentation, ça c'est du mimosa, alors je sais pas si vers chez nous, vers Nice, il y a le mimosa, c'est une espèce invasive. C'est un arbre qui est très beau, c'est magnifique, il fleurit en hiver. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, c'est parce qu'il a été importé d'Australie et il n'a pas fait la mise à jour. Il croit toujours que l'été c'est en hiver. Du coup, il fleurit en hiver. Donc on a des collines jaunes, c'est magnifique. Par contre, ça étouffe tout le reste de la végétation parce que il se propage par ses racines. Et donc, c'est finalement une ressource locale
est disponible en grande quantité. Donc là, il y a un gros potentiel et je fais une série d'expérimentations. Est-ce qu'on arrivait à le cintrer? Comment on enlevait l'écorce? Tout plein de choses. Bon, là, quand j'ai proposé ça à mes clients, ils m'ont dit ouais, là, le bois flotté, on n'aime pas trop. Donc ça a sauté. Mais moi, j'aime le bois. Là, c'était pour un millionnaire à Cannes où je faisais un peu de sous-traitance pour un projet. Il avait acheté tout un hôtel particulier. On était parti sur on va avoir le budget du siècle, ça va être le projet de notre vie. Et donc, tous les détails à droite, c'est un montant, je ne sais pas si on le capte, mais la section est un peu évasée. Et donc, il y avait des claustras, des montants de toute la robe de l'escalier qui faisait 5 niveaux, qui était comme ça en noyer noir, c'est magnifique. Et ça, c'est aussi du noyer. Et c'était pour toute une grande cuisine qui se refermait avec, vous savez, comme les vieux secrétaires qui s'enroulent. Et donc, on faisait des tests là-dessus. Après, lui, il travaillait dans le secteur hôtelier. Il y a eu le Covid et le projet tombait à l'eau. Et ça, d'ailleurs, j'ai amené des petites choses si vous voulez voir après. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. C'est un peu un extrait pour un système d'étagère où on y voit pas mal de choses. Déjà, la traverse, elle est fixée au montant et il y a 2 tiges d'aluminium qui viennent jouer le rôle de tenon et assurer l'effort vertical parce que les étagères vont être posées là-dessus. Et ça, c'est technique, ça, on en a besoin, mais je trouve ça génial quand ce qui est technique structurelle se retrouve où on a une forme de modénature, on n'est pas dans un minimalisme, on n'a que des lignes droites, paf paf. On a un peu de détail, un peu de modénature, mais ça a quand même un sens structurel. Et après, cette vis là en aluminium, je l'ai faite fabriquer par un mécanicien de précision parce que je voulais qu'elle soit pile poil de la taille du tube en aluminium et en alu aussi qui était taraudé de l'autre côté. Et en fait, les montants sont assemblés entre eux par ce grand tube qui est vissé de chaque côté par une vis faite sur mesure. Et après, par-dessus, se mettaient les blocs, différents types d'étagères, de caissons. Bon, ça aussi, ça n'a pas abouti, mais un jour, j'espère que ça marchera. Et enfin, on arrive à la fin du délai de Pôle emploi, les 2 ans de freestyle, qui m'ont permis vous l'avez compris, d'asseoir cette manière d'envisager la pratique de l'architecture, de aussi me faire une clientèle. À Nice, il n'y a pas d'école d'architecture. Il y a la seule pour tout Poitou-Calais, la Corse, vous le savez, c'est Marseille. Et bon, c'est triste d'une certaine manière, mais pour nous, jeunes architectes qui se lancent là-bas, c'est assez génial parce qu'il y a très peu de jeunes. Tous ceux qui quittent Nice pour venir à Marseille trouvent Marseille génial et ils ne reviennent pas. Donc ceux comme moi qui finalement reviennent, il y a énormément de place parce qu'il y a beaucoup c'est le département 06 derrière l'Île-de-France où il y a plus d'architectes pour le nombre d'habitants. Mais c'est que je sais pas qui c'est en fait, ils ont pas de site internet, on les voit jamais, ils viennent pas aux conférences. Je pense que c'est des gens qui se posent pas trop de questions, qui font des projets comme ça. Et donc, ce qui laisse la place quand on est motivé, dynamique, qu'on arrive à insuffler une certaine vie dans les projets, ça marche trop bien. Et donc là, ça fait donc un poil plus de 2 ans que je me suis mis en société. Et là, il y a 4 mois, je travaillais tout seul. Alors j'avais beaucoup de boulot, et là, on est 5 aujourd'hui.
avec une nouvelle agence, des nouveaux bureaux, que j'ai signé le bail mi-juillet, et là on a emménagé il y a 3 semaines, et cette fenêtre, regardez-la bien parce qu'elle a été posée hier, donc vous êtes vraiment des privilégiés. Donc j'ai pas beaucoup de photos, et en plus les photographes ils nous regardent. Mais voilà, je vous invite à rentrer métaphoriquement, enfin littéralement même. C'est un vieux garage qui a été tour à tour atelier mécanicien, atelier d'électricien, et la dernière utilisation c'était une station-service qui stockait ces bouteilles d'huile et ces bouteilles de gaz. Donc, d'ailleurs tout le quartier les détestait parce qu'un local avec des bouteilles de gaz ça ne se fait pas beaucoup d'amis. Et il y avait un terrazzo magnifique au sol qui était sous 2 cm de poussière, de ciment et d'huile qu'on a pu réussir à révéler. Et là, c'était l'occasion déjà de faire tous les meubles. Donc j'ai eu un été bien chargé. Et je me suis dit, c'est ici qu'il faut tout ce qu'on propose à nos clients. C'est ici qu'il faut c'est difficile de proposer quelque chose dont on n'est pas sûr ou qui va foirer à un moment, on le sait. Donc là, tous les trucs un peu bancals, essayer, se dire si ça marche pas, on enlèvera, on remettra. Et là, par exemple, c'est un petit système c'est des grandes lattes de bois qui sont percées tous les 12 cm, je pense. Et il y a des petits rondins, enfin des petits morceaux qui ont été tournés donc, autour, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont une partie plus épaisse et le bout qui est plus fin, et ce qui fait qu'on peut les rentrer dans chaque trou. Et l'idée, c'est d'ici pouvoir accrocher le sac, le casque, la maquette, les échantillons de matériaux, et de se dire qu'aussi on a l'atelier à côté. Donc là, la dernière idée, c'est de faire des mini éléments comme ça, mais avec des aimants pour pouvoir afficher des présentations. Et tout est possible, attacher un vélo. Dans cette nouvelle ville qui est toute récente, on se détache un petit peu de la mini-échelle sur laquelle j'ai pu beaucoup parler et sur laquelle j'ai beaucoup de retours, finalement des belles images et tout. C'est compliqué de vous montrer des choses, des projets de la dernière année parce qu'il n'y a rien qui aboutit et qui est terminé. Et donc là, on commence à travailler sur beaucoup plus de sujets qui vont de ce projet pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est un immeuble, très bel immeuble, belle époque, sur un beau boulevard à Nice, et des clients qui habitent comme moi au dernier étage. Ils ont deux chiens assis et ils voulaient en faire un grand. Mais comme le bâtiment est magnifique, l'écriture traditionnelle du chien assis, c'est une petite fenêtre verticale et pas un grand bandeau horizontal, on savait que ça allait être refusé parce que tout le centre-ville est en secteur ABF. Et donc on a fait ce projet où en fait c'est juste une verrière et un pan vertical vitré qui font que depuis la rue, qui est là où le domaine public voit ce projet, on voit à travers, et finalement, le projet, c'est de disparaître absolument. Et le projet, c'est deux fenêtres, concrètement. Mais ça nécessite un énorme travail de détail de où est-ce que l'eau s'en va, comment on fait pour qu'ici, on n'ait pas la traverse fixe, plus la verrière, plus la fenêtre verticale en dessous, pour avoir un ensemble qui fait 15 cm et qui sera totalement disgracieux. Donc ça, c'est des petits projets passionnants. Et à l'autre bout de l'échelle, à l'autre bout, on a Emmaüs, qui est la communauté d'Emmaüs dans 06, où j'adore aller, où j'étais un peu bénévole, et je suis aussi enseignant dans une école de design à Nice, et j'ai organisé un workshop pour les étudiants autour du travail de la matière, de l'expérimentation,
Et ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Et cette année, je me suis dit, ce serait bien que plutôt de se regarder le nombril, on donne tout ce temps de travail, toutes ces idées à quelque chose qui en vaut la peine. Et donc, on a fait un partenariat avec la communauté d'Emmaüs pour utiliser. Ils ont plein de matériaux, ils ont plein de morceaux de bois, de meubles, et essayer d'utiliser ça comme matière première pour demander aux élèves, aux étudiants de réfléchir et de restituer quelque chose de tout neuf pour la communauté, pour Emmaüs. Ce qui nous a amené à avoir une commande incroyable, c'est que bon timing, la vie fait bien les choses, mais ils souhaitent changer d'endroit, ce qui est assez rare parce que les communautés Emmaüs, elles ont trouvé des endroits il y a 30, 60 ans et construisent là-dessus. Là actuellement, c'est un peu une accumulation d'entrepôts, de trucs, ils ont fait comme ils ont pu, mais il n'y a jamais eu une réflexion, ils ont fait comme ils ont pu avec le peu d'argent qu'ils avaient. Et là, on a l'opportunité fantastique de réfléchir ce que ça pourrait être, cette communauté, à savoir qu'une communauté Emmaüs, c'est des compagnons, donc des gens qui sont dans un processus de réinsertion, qui vivent et travaillent sur place. Les communautés Emmaüs, elles sont autofinancées par la vente des dons. Et donc, il y a une cinquantaine de personnes qui vivent là, qui ont une cuisine, un réfectoire, des logements. Et c'est eux qui vont chercher les dons, qui les trient, qui les reconditionnent et qui les mettent à l'espace de vente, et même après qui font la livraison éventuellement. Et donc réfléchir à toute cette logistique de cheminement des dons, de cheminement des déchets, parce qu'il y a 65% de ceux qui arrivent chez eux qui partent à la déchetterie, donc ce petit village avec des immenses espaces de vente et aussi des espaces de vie, de réfléchir tout ça comme un ensemble, une communauté qui pourrait s'installer autour d'une place centrale où tout le monde pourrait se retrouver, où tous les usages pourraient se retrouver. C'est quelque chose d'assez fascinant qu'on commence à faire et qui pourrait, ça va prendre des années, mais aboutir à un vrai projet où on pourrait se donner à cœur joie de développer des chantiers participatifs, à fond sur le réemploi aussi. Le réemploi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est pourtant quelque chose qu'on essaie de développer beaucoup. Et d'ailleurs, l'objectif, ma grande ambition pour ce projet, c'est d'intégrer une ressourcerie en matériaux de bâtiment. Donc c'est-à-dire que nous, encore plus qu'ici, on est entre la mer et les Alpes, donc l'espace est très réduit, il y a une pression foncière énorme, et il y a beaucoup quand on veut construire, il faut souvent démolir. Et tout ça, ça part à la benne, et puis après on rachète des trucs qui sont produits en Chine, qui transitent par je sais pas quoi, et qui arrivent là. Donc se dire, on déconstruit les bâtiments, on récupère les blocs portes, les éléments sanitaires, et on les revend. Voilà, j'invente rien. Il y a beaucoup d'exemples, d'ailleurs on travaille avec des bureaux d'études spécialisés là-dedans pour développer ça. Et de se dire que voilà, comme à Leroy Merlin quand on va à la cour des matériaux, d'arriver avec sa voiture, de récupérer un morceau de clôture, un portail, un WC, un robinet, et que en plus tout ça, en plus de favoriser une réflexion un peu saine sur l'utilisation des ressources et de la production, à la fin, ceux qui en profitent, c'est Emmaüs, quoi. C'est magnifique. Donc voilà, c'est deux échelles de projet. On part de celui qui fait 1 mètre carré et celui qui fait 10 000 mètres carrés. Et c'est aussi, et il y en a plein d'autres, des projets sur le patrimoine, sur l'habitat individuel. Et en plus d'être génial parce qu'aucune journée ne se ressemble, qu'on se pose toujours des questions différentes, on n'a pas tendance à avoir des réflexes, des recettes, parce qu'à chaque fois c'est totalement différent. Il y a aussi la question de la maîtrise d'ouvrage, où quand on travaille pour Emmaüs, il faut se mettre dans un monde parallèle où tout est soumis à beaucoup d'approbation de beaucoup de gens. Et c'est génial, mais c'est très long. Et quand on fait une maison pour un particulier, ça peut aller très vite. Et voilà. Et il y a beaucoup de clients assez fortunés aussi à Nice
pour qui je travaille, et ça c'est bien parce qu'on peut développer des beaux détails avec des beaux matériaux massifs, du bois et tout, mais c'est pas toujours l'éclate socialement de travailler avec eux. Mais ça contrebalance d'avoir des projets comme ça. On se dit bah voilà, on fait des projets où on pousse à fond les études, où on est super bien payé, on peut vraiment prendre le temps, et ça vient financer des projets où on trouve un peu plus de sens. Donc je voudrais terminer avec une note d'amour et se dire que c'est quand même ça, l'amour, qui nous pousse à... Bon, on aime les beaux matériaux, les beaux détails, une bonne mise en œuvre, et on a besoin de ça parce que c'est quand même la lutte, parce que tout ça, tout ce que je vous raconte, les gens pour qui je travaille le comprennent rarement. J'essaie de pas trop aller dans les détails et d'axer sur ceux qu'ils ont envie d'entendre, mais pour répéter 1000 fois à un entrepreneur qui n'a pas envie de s'embêter que non, la vraie bonne solution, c'est qu'il passe 3 jours au lieu de 2 heures sur un petit détail, pour faire accepter aux clients que l'image qu'ils ont vue sur Pinterest, c'est peut-être pas la meilleure idée pour le projet. Bah ça c'est du temps sup, du temps parlé, de ces moments qu'on peut pas, c'est difficile d'imaginer qu'on va les facturer. Mais si on n'avait pas l'amour de tout ça, on n'y arriverait pas. Donc c'est une grande chance de l'avoir. Et je vous laisse avec cette très jolie phrase. Est-ce que maintenant que l'entreprise est un petit peu plus conséquente et plus nombreuse, il y a toujours le temps de faire des maquettes, des expériences, des tests? Eh bien, pour une question, il y a le temps, mais c'est tout récent, donc c'est vraiment des questions que je me pose en ce moment, mais c'est la disponibilité mentale qui me fait le plus peur. Quand il y a 2 projets parallèlement à l'agence, on peut y réfléchir la nuit tout le temps et tout, mais quand il y en a plein, c'est plus difficile d'avoir une grande implication. Mais les gens avec qui je travaille, je choisis aussi parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à apporter au projet. Et en fait, il faut... Ce que je m'oblige à faire, c'est de facturer, de commencer maintenant que le réseau est plus grand, que les commandes sont là, qu'on n'est plus sous la pression il faut sortir des trucs, de facturer un peu plus pour se donner ce temps pour. Hier, on travaille sur une villa Belle Époque sur les hauteurs de Nice, qui est magnifique, qui est répertoriée au PLU. Et moi, je n'ai pas de compétences particulières dans le patrimoine, mais on a acheté des bouquins, on lit, il y a un patrimoine Belle Époque à Nice qui est assez impressionnant. Et donc, on est allé passer l'après-midi à faire une balade et à se dire, tiens, ce balcon-là, on pourrait le réinterpréter, faire quelque chose de beau, ou le traitement du soubassement là, en ciment teinté, ça a totalement sa place dans un projet contemporain. Et donc, oui, il faut arriver à s'imposer ça. Pareil, pour monter à l'atelier, faire des expérimentations, se dire, voilà, mardi on fait ça, on répond pas au téléphone, mais on le fait. Et mine de rien, le fait d'être invité ici, pour raconter tout ça, ça responsabilise. On se dit, bon, voilà, maintenant on l'a dit à tout le monde, il faut le faire, quoi. Donc, j'espère que oui. D'autres questions peut-être? J'ai Là, une bien. Oui, au sujet de la photo. Au sujet de la photo, est-ce que vous pouvez nous parler de la retouche du nettoyage vis-à-vis des architectures? La transformation en quelque sorte. Dans quel sens? C'est-à-dire jusqu'où ça arrête, jusqu'où va la retouche ou... Oui, enfin, comme vous voulez, hein, mais probablement que vous pouvez avoir un positionnement.
ok, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez dire par rapport, par exemple, à l'argentique, où on considère qu'il y a moins de retouches Non, je pense que l'argentique, il y a autant de retouches. Ouais, c'est ça, ok. On est d'accord. Qu'est-ce que je peux dire sur la retouche? Je pense que ma limite, elle est sur le fait de ne pas dénaturer le projet. Donc, je retouche. Moi, je vais avoir toutes les retouches qui sont inhérentes à la photographie, donc sur la colorimétrie, la plage dynamique, ce genre de choses. Mais après, comme j'ai été archi, moi je sais qu'il y a des trucs qui m'énervent, c'est-à-dire que avoir un plafond et une mauvaise sortie de ventilation mal calculée qui arrive au milieu d'un plafond, ouais, je l'enlève parce que je sais ce que c'est que d'avoir bossé sur un projet et de se retrouver avec même les sorties de secours. Je veux dire qu'on est obligé d'avoir en fait. Et je sais très bien que ça va pas changer le projet en fait de les virer de la photo, mais je sais que la photo sera meilleure si on n'a pas ce truc qui accroche l'œil en fait. Donc oui, ça je le fais. Après, il y a eu une polémique sur un projet, je crois que c'est aux États-Unis. C'est un projet qui a gagné un prix. Je me souviens plus très bien de quel est le projet, je me souviens plus bien du contexte, mais en gros, pour faire court, c'est un projet où le photographe avait retouché, il y avait mais vraiment plein de sorties en toiture de VMC, mais c'était un truc hallucinant en fait. C'était la cinquième façade, quoi, vraiment. Et en fait, le photographe s'est dit, ouais, c'est moche, et je crois que c'est l'archi aussi qui lui avait dit, dégage tout. Et il a gagné un prix et il y a eu pas mal d'autres archis qui ont dit par contre les gars c'est sympa, vous n'allez pas visiter avant de donner un prix, vous visitez, parce que ça se fait de moins en moins en fait de visiter les projets quand on dans le cadre de prix, c'est assez rare. Et donc le jury se base souvent sur les photos. Et là c'était le cas, il s'était basé sur les photos et c'était un peu loupé parce que effectivement ils avaient récompensé un projet qui en réalité n'avait rien à voir et là pour le coup il y avait une vraie différence et ça avait fait un peu un tollé sur ça. Mais bon, moi du coup voilà, j'ai quand même un peu une éthique sur ne pas transformer complètement. J'ai eu des demandes d'archi parfois qui veulent transformer du pain en chaîne par exemple, qui me disent ouais des statues le jaune, à un moment c'est un pain, je veux pas faire, c'est pas du chêne, donc moi c'est un peu ma limite quoi. Je veux dire, et quand on me dit oui mais tu comprends pas trop la retouche qu'on recherche, on veut vraiment des statues, je dis non là vous voulez pas des statues, vous voulez changer le projet, donc c'est je suis photographe avant tout et je suis pas là pour rattraper les erreurs, même si c'est tentant et que je le comprends. Voilà, j'essaie quand même de montrer ce qui est là, quoi. Donc il faut trouver effectivement le juste milieu à la retouche. Bonsoir. Est-ce que dans votre cheminement de vie, dans vos choix professionnels de vie, est-ce que vous avez été touché par les questions de... je ne sais pas comment résumer ça à quelques mots, mais par les questions d'inégalité sociale, de désastre environnemental et de non-linéarité du futur. Est-ce que vous avez vraiment été confronté à ça, en tant qu'existentiel, de se dire comment je me positionne par rapport au futur complexe qui nous attend, qui n'est pas linéaire, comme ça pouvait être le futur quand nos parents étaient jeunes, quoi. Et voilà, est-ce que au moment où vous êtes confronté à ça, ou vous êtes un peu dans le déni, je pense que beaucoup de gens sont dans le déni et c'est pas évident de penser à un devenir professionnel en tenant compte de la complexité de ce qui nous entoure. Mais voilà, je voulais savoir un peu si ça vous a traversé l'esprit. Oui, alors effectivement, oui, c'est vrai que pour moi, après je pense que tu auras aussi des choses à dire sur le sujet, mais c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté l'archi, c'est qu'il y avait une vraie
Et c'est intéressant parce que j'avais complètement oublié en fait que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté l'archi, c'est que c'était plus en adéquation en fait avec des valeurs écologiques que j'essaye d'avoir dans ma vie personnelle. Je me rendais compte particulièrement sur le chantier que c'était beaucoup de gâchis, beaucoup de ce que tu disais tout à l'heure, enfin, l'emploi ça n'existe pas dans le monde du bâtiment. Donc c'est vrai que moi ça a été une limite en fait de me rendre compte que je participais à quelque chose que je soutenais pas, ça faisait pas vraiment partie de mes valeurs. Après, comme j'ai arrêté complètement l'architecture, c'est vrai que moi mon implication sur ça, c'est un peu une mauvaise réponse parce que ce que j'ai fait c'est dire en fait je cautionne pas et donc je me retire de ça et c'est pas très engagé quoi. Après, à titre personnel, là je me lance dans la construction d'une maison, de ma maison, que je souhaite être une maison passive et la plus écologique possible. Donc je vais être confrontée à nouveau à ça et sur la question du réemploi, qui à mon avis est qui est hyper, qui est une question qui est très pertinente et je pense dont on ne parle peut-être pas, ou je ne sais pas si aujourd'hui dans les études d'archi on aborde cet aspect là dans les études du réemploi ou de comment amener plus de sens écologique ou de valeur dans ce qu'on fait, parce que c'est vrai que l'architecture c'est pas franchement un métier ambiance développement durable et écologique quoi. C'est clair. Donc moi ma réponse elle a été un peu nulle dans le sens où j'ai arrêté parce que ça correspondait plus à mes valeurs, mais peut-être que toi du coup tu peux en parler. Oui, clairement pas dans le déni, je pense. À savoir qu'on s'est fait la réflexion tout à l'heure quand on est arrivé à l'école. Il y avait un cours, je ne sais pas si c'était ton cours, où il parlait des répartitions des dépenses d'énergie. On a vu vite fait dans l'eau. Mais nous, pendant nos études, la question écologique a été... si elle était présente, c'était vraiment en marge ou dans certaines options. Et c'est quand même quelque chose qui bouge, et enfin et heureusement, mais récemment. Mais moi personnellement, dans ma pratique, dans ma vie de tous les jours, c'est une évidence. C'est vrai que pareil, pas trop trop parler de ça parce que c'est juste, pour moi c'est évident que tout le monde doit intégrer ça à sa pensée et que dans le milieu de la construction, oui, quand on fait de la grosse promotion immobilière pour Vinci ou Ikea, je sais pas quoi, c'est difficile d'intégrer ça et moi j'ai pas du tout envie de travailler dans ce type de commande. Après, dans les questions se posent comment on peut faire. Déjà, travailler dans la rénovation, c'est-à-dire moins construire de nouveau et essayer de rendre l'ancien mieux. Et dans l'utilisation des matériaux, je parlais un peu du réemploi qu'on essaie de favoriser dans les projets, mais il y a aussi là par exemple tous les meubles de l'agence, ils sont faits en sapin que je suis allé chercher à Syrie du coin, et le sapin, juste en haut. C'est des sapins des Alpes-Maritimes. Donc voilà, d'essayer de vraiment axer là-dessus, mais sans en faire un flyer, regardez dans les verres, c'est juste, voilà, c'est important, on le fait, on n'en parle même pas, c'est évident, quoi. Par rapport à la photographie, est-ce que vous avez fait un complément d'études en plus de l'ENSA Marseille ? Non, j'ai pas fait de formation sur la photo. Après, c'est un truc qui m'a toujours intéressée. Je dirais que dans les études d'archi, il y a quand même plein de choses qui aident à construire le regard. Tout ce qui est histoire de l'art, la composition, c'est quelque chose auquel on peut s'intéresser. J'ai pas fait d'autres formations. Après, plus tard, j'ai fait un peu de formation en ligne, mais plus sur l'aspect technique, sur comment utiliser Lightroom, qui est un logiciel qu'on utilise.
Photoshop, on nous l'apprend à l'école d'archi, donc j'avais quand même des bonnes bases sur comment faire. Enfin, pour le coup, la retouche, je l'ai vraiment appris en école d'archi. Tout ce qui était intégration de projets dans un environnement, moi, ça m'a. Oui, j'ai appris beaucoup. En fait, ici, en fait, à l'école. Et je crois même qu'aujourd'hui, j'ai cru voir qu'il y avait des ateliers de photo, vraiment. Alors moi, quand j'étais ici, c'était un truc un peu underground, quoi, qui n'était pas trop développé. Mais je pense que la photo, c'est un des secteurs de reconversion professionnelle. Je crois que c'est le premier secteur de reconversion professionnelle en France. Je pense que c'est pas vrai, parce que c'est très accessible. En fait, n'importe qui peut prendre un appareil photo. C'est pour ça que j'ai volontairement aussi pas trop parlé technique, parce que pour moi c'est hyper accessoire. On peut faire des très bonnes photos à l'iPhone, la seule limitation ça va être ce qu'on en fait derrière. Alors, même si Apple nous dit qu'on peut faire des affiches de dingue avec des photos prises à l'iPhone, c'est pas très vrai, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment besoin de. Ouais, non, j'ai pas fait de formation spécifique, mais il y en a des très bonnes. Si jamais vous en cherchez, je vous recommande particulièrement Ampara, qui est une plateforme, et eux, pour le coup, ils traitent vraiment la photo, mais de façon très vaste, et ça s'écrit EMPARA. Et ils ont aussi un aspect qui est sur le développement du business, savoir se vendre et tout, et qui sont des choses aussi intéressantes. Voilà. Mais c'est quand même très orienté photo et assez orienté photo de mariage. Je voulais savoir, c'est une question pour vous deux. Comment vous avez décidé de vous reconvertir ou alors d'étendre votre pratique d'architecte avec une autre profession en complément? En fait, je voulais juste savoir quelle était votre vision, qu'est-ce que vous en pensez du métier d'architecte à l'heure d'aujourd'hui, avec votre autre, par rapport à votre autre pratique? Je pense que ce qui est génial, c'est que c'est super vaste. Il y a autant de manières de pratiquer qu'il y a de personnes, il me semble, en tout cas de mon expérience. Donc ça, c'est génial. Après, il faut choisir sa voie, quoi. Moi, je ne saurais pas trop répondre à cette question. En fait, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Comme je disais au départ, c'est que j'ai fait des études d'archi pour faire autre chose, en fait. Donc, je suis en fait très contente qu'il y ait des gens qui aient fait des études d'archi, qui soient archi et que ce soit pas moi. Mais après, ce soir, en tout cas, j'ai vraiment apprécié ton discours que j'ai trouvé hyper intéressant parce que ça m'a donné en fait, je pense, la vision j'avais l'impression qu'il n'existait pas en fait, que j'avais jamais trop vue sur toutes ces notions qui sont liées à l'écologie et sur comment faire autrement en fait. En tout cas moi j'avais une vision assez peut-être étriquée de la pratique d'architecture et que j'ai aussi vécu dans des agences un peu particulières. Mais je me rends compte, c'est vrai qu'il y a plein de manières de faire l'architecture et il faut juste trouver la sienne, quoi, ce qui nous correspond finalement. Que ce soit l'architecture de vous ou pas. Ou que c'est un truc un peu à côté. Voilà. Merci. Une dernière personne peut-être. J'avais une question par rapport à la photographie aussi. C'était savoir, parce que ça paraît être un syndrome assez courant dans pas mal de photographies d'architecture. C'est pourquoi avoir fait le choix d'exclure les jambes, d'exclure l'usage de photographie d'architecture. C'est une bonne question. En fait, c'est volontaire et involontaire. C'est vrai que je me rends compte que moi, les images que je fais sont celles où il y a très peu d'usagers. Après, c'est pas forcément ce que je fais moi dans mon pratique. Enfin, il y a des archives qui me demandent vraiment d'avoir des usagers.
mais c'est pas la majorité. Et je pense que c'est aussi lié à ce que moi je présente des photos, c'est que on attire souvent à soi ce qu'on présente. Donc forcément j'attire des archives qui aiment les photos hyper léchées, finies, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure sur la retouche, où moi je pose pas la question pour virer l'issue de secours qui embête un peu tout le monde. Mais je pense qu'il y a vraiment plein de manières de faire de la photo d'archi. Il y a Iwan Bal par exemple qui est très très connu et qui lui fait limite du photoreportage, qui a un aspect beaucoup plus journalistique, je dirais, dans son approche photographique, qui n'est pas du tout la mienne, mais elle est différente. Je crois que les archives pour lesquelles je travaille apprécient, c'est le côté, ils veulent avoir un peu le côté projet architectural fini, un peu idéalisé, c'est-à-dire que souvent, c'est parce qu'on n'en parle pas, mais le projet il dure longtemps. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai arrêté l'archi, c'est que ça durait une plombe. J'ai travaillé 5 ans sur le musée des Beaux-Arts et j'ai commencé, j'étais pas au concours, quoi. Je suis arrivée à l'époque où ils refaisaient le projet parce qu'ils avaient découvert qu'il y avait de l'eau en souterrain, mais ils avaient dû tout reprendre. Mais 5 ans sur le même projet, c'est hyper long. Et forcément, les archives qui font faire le reportage photo, c'est souvent pour garder une image, une trace de leur boulot et qui a duré parfois 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et donc, ils préfèrent que ce soit à son max de beauté. Et du coup, je renvoie à ta citation. C'est un peu ça. Il n'y a pas toujours des usagers dans les projets. C'est assez variable en fait. Mais c'est vrai que dans les photos que j'ai présentées, il n'y en a pas. Ouais. J'avais une question pour vous deux. Toi, Raphaël, à la fin, donc, aucun sacrifice n'est trop grand pour la beauté. Et je voulais savoir comment vous pouviez séparer, comment dans votre pratique, de tous les jours, de votre travail, vous sépariez la vie perso et la vie pro. En ce moment, je passe trop de vie perso. Non, pour moi, c'est vraiment passionnel la manière dont je vis tout ça. Donc, j'y pense tout le temps. Et des fois, c'est vrai que c'est bien de faire un peu de sport pour penser à autre chose. Mais je n'ai pas envie d'une vie où tout soit compartimenté et surtout que rien ne dépasse de l'autre. Ce qui me fait peur, ce serait des horaires de bureau fixes, par exemple. Donc, voilà. Moi, je dirais un peu pareil. Enfin, pour le coup, je suis peut-être plus mesurée dans le sens où quand j'étais archi, moi, j'avais vraiment plus de vie perso du tout. Et je pense que la nuance, elle était dans le fait que je bossais pas pour moi. Donc, voilà, je pense que c'est pas pareil. Et aujourd'hui... aujourd'hui, du coup, je bosse pour moi, donc c'est différent. J'organise mon temps comme j'en ai envie. Et pour moi, ça, c'est le plus important, parce que j'ai la liberté d'organiser mon temps comme je veux. Ça m'arrive de bosser le dimanche, mais je m'en fiche, parce que si le lundi, je ne travaille pas, je vais aller travailler, je ne travaille pas, je fais mes retouches après. Du coup, c'est... Ouais, ma vie perso, elle est très entremêlée avec ma vie pro, mais je le vis pas comme une contrainte, quoi. C'est pas ça. Merci. Nous allons terminer, conclure. Je voulais vous remercier tous les deux d'être venus, pour Raphaël qui est venu de Nice. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Bon, vous n'êtes pas forcément aussi nombreux que je l'aurais espéré, mais je pense que ça vous a intéressé si vous êtes restés aussi longtemps, presque un par un. Donc je vous invite à aller dans la cafette où il y a un apéro qui vous attend. Allez.